Bonjour James, bonjour Abelrani, comment vous allez? Bonjour Nitson, ça va et toi? Très bien, et toi? Je vais très bien. Je vais très bien et j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de souveraineté industrielle. Souveraineté industrielle du continent africain. Et je vais commencer par vous poser une question qui peut sonner un peu évidente, voire même un peu conne. Donc, lorsqu'on parle de souveraineté industrielle du continent africain, qui est véritablement concerné? Tout le monde. Hmm? Je pense que tout le monde, Ouais, la réponse peut être aussi simple et peut-être peut paraître aussi conne, mais tout le monde est concerné. Ah. Euh, avec des degrés différents, commençons que ce soit par le client final, que ce soit par les industriels, par l'État, par les universités. Donc chacun a son rôle, et chacun rapporte sa pierre à l'édifice. Donc, ouais. Tout à fait. C'est un écosystème, hein. Vraiment, c'est un écosystème à bâtir avec différents acteurs qui interviennent selon l'expertise. Euh, on parle du financement, on parle de connaissances, l'industrie de la connaissance, et qui est au service de l'industrie manufacturière. On a les capitaines d'industrie, les assureurs, les acteurs de la logistique. Voilà, c'est tout un écosystème à bâtir. Finalement, là, on a aussi bien les acteurs publics que privés qui interviennent, quoi, qui ont une valeur ajoutée à ramener, quoi, qui ont quelque chose à proposer. Donc, c'est effectivement une question qui invite à s'intéresser aux acteurs, comme vous avez dit, aux moyens et aux ressources qu'il faut mettre ensemble pour créer cette société industrielle solide finalement. Mais aussi qui permet d'apprécier les attentes des uns par rapport aux autres. Euh, sans tomber dans la généralisation qu'on fait souvent, qui consiste à voir l'Afrique tout entière comme un ensemble homogène. Enfin, je vais quand même dire qu'en Afrique, hmm, les populations, par exemple, ont tendance à mettre sur le dos des États la responsabilité d'assurer le développement industriel. En tout cas, dans le discours populaire, ce qui se laisse entendre. Pourtant, euh, ce n'est pas forcément euh, le rôle de l'État que de créer des usines au sens de l'acteur qui réalise. C'est le secteur privé partout dans le monde qui on va dire, qui est au four et au moulin. Tout à fait. En général, si tu veux, en général, on va dire l'État accompagne. L'État accompagne, l'État il crée le cadre propice pour la création, le développement, la croissance des activités, mais ne peut pas venir être un acteur de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tant que porteur de projet, et c'est aussi même un peu mon vécu, on manque euh, parfois d'outils qui vont favoriser finalement l'évolution d'une initiative industrielle. Mais une aventure entrepreneuriale en général, c'est une aventure humaine, c'est une aventure, on va dire, assez, assez mouvementée. Et je pense que c'est aussi un risque qu'on prend, comme toute entreprise. Donc, il y a un risque, notamment des risques, on va dire, internes et externes. Souvent, l'entrepreneur, il a le devoir de maîtriser les risques internes et aussi les risques externes. Mais voilà, il ne peut pas finalement tout gérer. Donc, il y a forcément ce cadre-là que le public, les acteurs, les gouvernements doivent créer pour permettre aux industriels ou aux entrepreneurs en général de se concentrer finalement sur leur métier, sur quoi ils sont bons finalement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à souligner. Ouais. Et je pense que l'État, en fait, a un rôle primordial de donner la ligne directrice à tous les investisseurs, à tous les industriels et les entrepreneurs pour dire là où il faut investir. Et il y aura en fait des répercussions derrière pour réduire les dépenses de l'État, par exemple, en termes de l'import. Et on- on- uniquement, enfin, simple.
en mettant des réglementations, ou bien en favorisant un secteur sur un autre, ça permet en fait de tourner tous les regards vers ce secteur et faire avancer, et faire développer ce secteur-là en produisant en local. Et ça permet derrière, comme je disais, de réduire les dépenses de l'importation. Effectivement. Voilà. Mais du coup, lorsqu'on regarde le constat, aujourd'hui, il est clair. La valeur ajoutée manufacturielle de l'Afrique dans le monde, 2%. Donc, forcément, dans cette équation qui va mettre ensemble tous les acteurs, les ressources dont on peut disposer, finalement, qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Je pense qu'il faut faire une analyse très froide. Heu, L'idée, ce n'est pas de dire créer des usines pour créer des usines. En fait, je pense qu'il faut aller plus dans la profondeur. Aujourd'hui, en plus de devoir créer, des usines, il faut les rendre compétitives. On est dans un contexte quand même, il faut le préciser, de globalisation, où mon concurrent, ce n'est pas mon voisin qui est à 200 mètres ou à quelques mètres de mon site. Bah, c'est monsieur X qui est en Chine, c'est monsieur Y qui est en France, en Belgique. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas cette considération sur la compétitivité de nos usines, bah, c'est des monnaies. Aujourd'hui, le marché, malheureusement, c'est la jungle. Le client final, bah, il est aussi il est guidé par, la compétitivité des prix. Donc, si tu fabriques aujourd'hui je prends un exemple, tu fabriques aujourd'hui une voiture, made in Cameroun, made in, Algérie, et que tu la vends, 1,5 fois plus cher, que les prix, qu'on retrouve sur le marché, je suis désolé. Alors, tu auras beau parler de patriotisme économique, mais, le consommateur, il fonctionne en fonction de la longueur de sa poche, je veux dire. Ouais. Ouais, je pense que il y a cet enjeu de compétitivité-là, et dès qu'on parle de compétitivité, dès qu'on parle d'usines durables, d'impact sur le long terme, là, on met en jeu plusieurs acteurs. On met en jeu les acteurs de l'industrie de la connaissance, donc la recherche, les universités. On met en jeu les acteurs de financement, donc les banques. Donc aujourd'hui, globalement, je ne pense pas que, les industriels africains soient satisfaits, de l'apport des banques, dans le développement de ce secteur-là, de ce segment-là. On met en jeu, tout ce qui est, mesures d'incitation que les gouvernements peuvent mettre en place pour, voilà, pour favoriser l'investissement industriel, qui sont souvent des investissements lourds, il faut le préciser. Ce sont souvent des investissements lourds, et aussi faire preuve d'un peu plus de patriotisme économique, on va dire, en mettant en place Des zones des franches. règles, on va dire, des règles Ouais. de jeu qui sont un peu plus favorables finalement, pour favoriser un développement, industriel local, quoi. Donc par rapport aux produits importés, je veux dire. Ouais. Et en fait, quand on analyse un peu de manière globale, le continent africain, on a 2 profils. On a des pays qui sont des ressources immenses, mais donc ils se concentrent vers l'export de ces matières premières brutes, sans transformation. Donc là, il y a peu d'industrialisation, voire, nulle. Et après, tu as un deuxième profil où, ils ont pas de ressources. Ils ont pas de ressources de matières premières, tout, mais l'industrialisation, certes, elle est forte, mais ils peuvent pas être compétitifs car ils importent la matière première, et donc ils sont, en difficulté, par exemple, d'approvisionnement, et surtout, ils sont contraints, face aux autres pays, de d'autres continents, Chine, Inde et tout. Et donc produire de manière compétitive, c'est un obstacle, pour eux. Donc pour revenir à la question d'État, c'est que je pense que les États doivent au moins se réunir et avoir un combo de ces 2 profils. Ça permet quand même de faire une, on va dire, d'avoir une globalisation, mais au sein du continent africain, où, les pays qui ont de la richesse, profitent des pays qui ont de l'industrie, qui industrialisent bien pour créer cet écosystème. Ça, un industriel simple ne peut pas y aller, ne peut pas le faire.
et c'est là où on a besoin, en fait, les États, des pays d'intervenir. Voilà, c'est le moment, en fait, de réunir les pays et de travailler ensemble, et c'est pas un pays voisin qui est notre concurrent, comme disait James, donc voilà. Mmh. Je pense que très récemment, on a un très bon exemple de ce qui se passe quand, la communication ou bien, enfin et les rapports entre certains acteurs, enfin de cet écosystème-là qu'on essaie de construire ne sont pas, tout enfin ce n'est pas, tout un, quoi. Je parle de ce qui s'est passé au Nigeria avec Dangote et sa raffinerie de pétrole, où on a vu que finalement, les difficultés qu'ils rencontraient, c'était pas forcément lié à la construction ou au financement de ces bon, difficultés directes de ces installations, mais plutôt une question de rapport avec, d'autres instances dans son pays. Ouais. Et effectivement, je pense que l'exemple est, on n'a pas mis l'exemple, et on a quand même un acteur qui a identifié un sujet, qui est un sujet comment dire, crucial pour le pays ou pour le continent, et qui est finalement génératrice d'une forte valeur ajoutée sur le pétrole, quand même, qui reste quand même une activité assez rentable. Donc, des blocus, finalement, je pense que même quand tu es entrepreneur, tu peux anticiper des scénarios, mais il y a des scénarios où je doute en tout cas, bon, sauf si il était mal accompagné, mais je doute que tu puisses, en tant qu'industriel, anticiper le fait que tu auras des blocus de cette nature-là dans l'exploitation de ton usine. Surtout que c'est au détriment, finalement, c'est qu'on va privilégier finalement des acteurs externes, donc de l'extérieur, par rapport à, un fleuron local qui va venir amener finalement de la valeur ajoutée en local et puis permettre derrière de créer quand même des milliers d'emplois, directs et indirects. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut aujourd'hui, les États, on va dire les États, et chaque instance prenne en compte ces différents enjeux-là, parce que finalement, c'est la jungle. Donc, et puis qu'on puisse derrière trouver finalement un juste équilibre. L'idée, ce n'est pas de faire reposer la responsabilité sur une personne, mais de partager finalement la charge entre les différents acteurs pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mmh. Il y a peut-être même aussi enfin, peut-être faut voir au-delà même de la des États. Il y a peut-être un jeu à faire entre les États, notamment en Afrique. Le, le projet de la Zéleka, par exemple, sur le papier est excellent. Bon, on attend, je pense qu'aujourd'hui, c'est en phase de test dans certains pays. Hem, mais par exemple, ça, c'est une initiative qui met ensemble plusieurs États, mais qui se voit, sur tout le continent et qui finalement peut être, une piste pour débloquer justement le potentiel industriel africain. Tout à fait. Je pense que c'est une belle opportunité, Ouais, le continent. ça ouvre, pas que cette opportunité, mais aussi d'autres opportunités connexes. Ça touche, aux différents tiers, en fait. Donc, parce que quand on bouscule une certaine industrie, il faut savoir qu'il y a des répercussions, positives ou négatives, sur d'autres acteurs. Donc il y a des répercussions directes et indirectes, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'ils prennent en compte. Ouais. Pour la petite histoire, moi, je prends le cas, par exemple, de d'Hightech Design. Bon, on parle Ouais, concrètement, hein, c'est que des acteurs qui interviennent finalement euh, sur la chaîne de valeur manufacturière. On a les financeurs, on a le financement, parce que quand même, que ce soit la création ou la croissance de l'activité, on a les universités, les centres de formation, aujourd'hui, qui pour moi, donc de cette petite expérience-là, reste quand même des acteurs qui sont, qui restent quand même assez importants, dans le sens où, lorsque on déploie une activité qui est nouvelle ou pas, on a besoin de personnes compétentes. On a besoin de des profils qui sont finalement, en adéquation finalement avec, les différents métiers qu'on souhaite développer. Et malheureusement, encore en Afrique, il y a encore cette, décorrélation. Donc il y a encore cette différence entre les formations dispensées et les besoins souvent des industriels. C'est que très souvent on a besoin d'aller chercher, la compétence à l'étranger pour l'importer. Soit par la formation, qui a un coût, donc recruter une personne
avant de la former, c'est un coût quand même. Et puis derrière, soit finalement, c'est des métiers vraiment très, très qualifiés, très techniques, bah, on ne peut faire autrement que de recruter des étrangers. Donc, c'est un métier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'expérience d'IT Design, par exemple, où on est arrivé sur un métier où euh, je ne dis pas que les institutions ne forment pas bien, mais je pense qu'il faut un peu remettre un peu de direction sur les plans de formation pour que ce soit en adéquation finalement avec les enjeux des industriels et aussi par rapport on va dire, au contexte général dans lequel nos économies évoluent. Donc, une fois que tu as ça, bah, tu te retournes après vers les banques, que ce soit pour la création, pour le développement. C'est aussi compliqué. Je prends le cas du Cameroun. C'est compliqué pour des sujets de financement, de pouvoir aller lever un certain niveau de dette, encore plus si, comme nous, on a des profils relativement jeunes. Donc, il faut prouver, et parfois prouver on va dire, ne supprime pas toute la complexité euh, et tout le parcours qu'il faut pour avoir un financement, parfois des montants qui ne sont pas forcément des montants extraordinaires, contrairement à d'autres écosystèmes où il ne faut pas énormément, et puis derrière, il y a tout un, tout un, on va dire, une série de dispositifs que l'État a généralement mis en place pour garantir les financements de projets à forte valeur ajoutée, à impact, qui vont avoir un impact social, en création d'emplois. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà, on va dire, taper sur ces deux acteurs-là, je pense. Donc, la formation, la connaissance, le financement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial. Après, euh, des initiatives ont été faits à certaines échelles, ont été mises en place à certaines échelles, parfois sous l'initiative de certains privés. Mais pour pouvoir, moi, du tout, on est vraiment dans une logique. En fait, l'enjeu doit être beaucoup plus grand que ça. Et pour que on puisse atteindre ces objectifs-là, il faut vraiment qu'on mette le maximum de moyens et mobiliser tous les efforts, tous les acteurs pour pouvoir construire. Juste pour citer une des initiatives que je trouve enfin, très bien, c'est le port autonome de Kribi, par exemple. Avec le nouveau projet, on trouve quasiment tous les acteurs dans cette ville-là, à partir enfin, à partir de logistique, à partir des industriels, à partir de l'État, donc des institutions de formation. Donc, c'est un écosystème qui doit en fait se dupliquer, j'ai envie de dire un peu partout, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays, par exemple. Mais je me dis, par exemple, toi, Ness, est-ce que tu as une anecdote, par exemple, sur les difficultés, on évolue dans différents écosystèmes, certes, mais je pense qu'on est sur des sujets qui sont plus ou moins similaires. Euh, Quelles sont les difficultés aujourd'hui, si tu as un feedback un retour d'expérience à nous donner, sur les difficultés par avoir des industriels? Aujourd'hui, on a le financement qui revient souvent, hein, on a le financement qui revient souvent. On a la crise de la connaissance aujourd'hui. Je ne parle même pas de la fuite de cerveau au Cameroun avec la fièvre Canada, comme on l'appelle chez nous. Euh, Quels sont les sujets finalement de ton expérience qui fâchent un peu? Donc, bon, comme vous savez, moi, je suis plus dans le monde enfin, des startups industrielles. Euh, et dans ce monde-là, il y a un jeu assez, assez complexe entre le chercher le financement pour pouvoir développer un produit et développer un produit pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir du financement et continuer d'avancer. Pourquoi? Parce que de manière structurelle, les aventures industrielles sont assez risquées. Ce qui fait que les gens qui ont de l'argent à mettre sur des projets, ils regardent un peu de loin les innovations industrielles, bon, les startups industrielles. Donc ça, c'est le plus gros challenge que j'ai rencontré personnellement dans ces sphères-là. Mais à côté, il y a aussi des questions de compétences, tout simplement. Parce que lorsque tu veux faire de l'innovation industrielle, en fait, tu es
obligé de frotter un peu la limite de la connaissance, en matière de sciences et techniques. Donc il y a des compétences poussées qu'il faut solliciter et souvent quand je parle de mon expérience en contexte de start-up, ce n'est pas toujours évident d'aller chercher des pointures dans un domaine spécifique, pour pouvoir travailler chez toi, de manière très évidente parce que tu n'as pas trop les moyens pour, faire venir jouer Kylian Mbappé, je sais pas, à Faux Wolfsbam, bon, entre guillemets, donc c'est un peu ça. Donc il y a le challenge du financement qui est lié, enfin, c'est vraiment structurel, cet arbitrage-là, on le connaît dans le monde des startups, industrielles et cette question de compétences aussi. Mmh. OK. Enfin, un autre challenge que je vois, en fait, qui ne coûte pas, en fait, trop cher pour le régler, c'est toute la partie bureaucratique, en fait, au niveau des administrations. En fait, il y a pas cette, on va dire, ce suivi de la technologie ou bien ce suivi de la numérisation au niveau des institutions, que ça soit publiques ou même certaines privées, pour faciliter, en fait, que ce soit la création, le déploiement, l'avancement, hem, le développement. En fait, il y a trop de je trouve qu'il y a trop de bureaucratie et j'ai l'impression que le continent africain, au moins, la partie dont je connais, enfin, c'est l'Algérie, Maroc, Cameroun, c'est qu'ils s'inspirent beaucoup du modèle français et il faut le dire, c'est le modèle français n'est pas le meilleur dans le monde. Donc, il y en a d'autres modèles, je pense qu'on doit suivre, que ce soit Singapour, que ce soit d'autres pays. Et en enlevant déjà cette problématique de bureaucratie, je pense que ça permet de résoudre pas mal de problèmes, même sans déployer des ressources financières. Ouais. Après, il faut qu'on reste quand même pragmatique. C'est qu'aujourd'hui, on a des besoins de base en Afrique. C'est qu'on peut penser à innovation, on peut penser à new tech, on peut penser à Mmh. plein de choses. Moi, aujourd'hui, il faut construire une base solide. Et la base solide, c'est, voilà, pour moi, la première question, c'est est-ce qu'on dépend, voilà, la dépendance alimentaire? Comment est-ce qu'on réduit la dépendance alimentaire? Parce qu'avant de te demander si tu peux prendre un vol pour Douala à Yaoundé, tu te demandes d'abord si tu peux manger 3 fois par jour. Donc, une fois que tu as résolu le problème de, voilà, qu'est-ce que je mange chaque soir, mets dans mon assiette, tu te dis maintenant comment est-ce que je me déplace plus facilement. Et puis, je pense que ça sera progressif. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas recréer la roue. C'est que l'avantage aujourd'hui, le retard de l'Afrique, c'est un peu aussi une sorte d'avantage parce que on a déjà des trucs qui existent qu'on peut finalement reprendre, réutiliser et contextualiser. Et qu'on a nos réalités. Voilà. En tant qu'industriel aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de dire il y a tel modèle, tel modèle. Non. On a des success stories. À nous de construire finalement notre, notre modèle sur la base de ce qui marche, mais aussi la base aussi de notre environnement. Je pense que ça, c'est un élément à ne pas négliger. Et c'est certain, la solution ne peut pas être qu'innovation. Il y a quelqu'un qui disait que ah bon, il parlait du réchauffement climatique, il disait, «Il faut pas penser que c'est une innovation technologique qui va résoudre le problème». C'est un peu vrai pour l'industrie. Hem, Même si ça peut apporter des éléments de réponse, il y a des fondements à mettre en place comme tu dis, James. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et en tout cas, on l'a dit, bon, le sujet, il est vaste. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, il faut mobiliser toutes les énergies autour de ces sujets-là avec l'objectif commun. L'objectif commun, finalement, c'est l'émergence d'une industrie africaine robuste. Donc, je pense que, voilà, high-tech design, moi, James, Netson, on ne pourra pas porter finalement les défis de l'industrie africaine. Mais notre objectif avec justement le podcast, c'est de créer finalement l'étincelle, de participer finalement à la création de l'étincelle pour pouvoir construire un cadre de dialogue, échanger finalement et favoriser des initiatives dans ce sens. Donc et surtout, dites-nous s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on traite ou bien qu'on fait intervenir d'autres personnes pour en parler avec leur expertise. Parce que, comme on disait, c'est un sujet vaste et qu'on ne peut pas, dans un épisode, le traiter en entièreté. Ouais. Donc le mot de fin, c'est que la souveraineté industrielle de l'Afrique
c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde est concerné. Ciao, ciao. Tout à fait. Ouais. Ciao, Ciao, ciao. ciao.